Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par ESV Digital et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'hyper-personnalisation, un levier marketing efficace pour dynamiser la création. Selon le site e-marketing.fr, 91% des consommateurs sont susceptibles d'acheter auprès d'une entreprise qui les reconnaît et leur fournit des offres et recommandations pertinentes. 83% iraient même jusqu'à partager leurs données pour permettre aux marques de personnaliser l'expérience. De la création de produits uniques à l'envoi d'offres spécialisées, l'hyper-personnalisation permet de répondre parfaitement aux besoins de l'utilisateur et de retenir son attention en lui offrant une expérience client innovante. Cependant, bien que l'hyper-personnalisation en fasse rêver plus d'un, certains challenges tels que la collecte des données ou l'organisation interne de l'entreprise ne sont pas à prendre à la légère. Afin d'échanger sur cette problématique et comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les annonceurs, nous demanderons à nos invités ce que leur évoque l'hyper-personnalisation, quels sont les exemples concrets de campagnes qui ont su jouer sur le concept d'hyper-personnalisation, quel avenir pour le concept d'hyper-personnalisation dans la publicité digitale. Pour en discuter, Juliette Huret de ESV Digital, Cécile Quinon de Thalys. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'hyper-personnalisation. La personnalisation caractérise déjà le web, caractérise nos activités sur Internet. Mais l'hyper-personnalisation, c'est un cran au-dessus, notamment en termes marketing. On va essayer de définir un petit peu ce que ça recoupe et surtout en quoi c'est un levier très efficace en termes marketing. Et pour ça, j'ai deux invités, une en plateau et une en duplex. Tout d'abord, j'ai Juliette, ici présente. Merci Juliette de représenter ESV Digital pour nous parler d'hyper-personnalisation. Et également en duplex, Cécile de chez Thalys, qui nous fait l'amabilité de participer à cet entretien. L'idée, bien sûr, c'est d'expliquer ce qu'est l'hyper-personnalisation. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette première question. Et je commencerai par toi, Juliette. L'hyper-personnalisation, ça évoque quoi pour toi ? Alors, avant de répondre du coup à cette question, je pense que c'est intéressant de mettre un peu de contexte autour de tout ça. Je pense qu'on s'en rend tous quotidiennement compte, moi, vous, qu'on a tendance à être sursollicité par la publicité, mais en règle générale, vraiment dans la vie de tous les jours. Et notamment aussi sur le digital et sur le display. Il y a quand même de plus en plus de bannières publicitaires qui sont développées, qui nous sursollicitent à longueur de temps sur toute notre navigation mobile ou desktop. Et donc en fait, la problématique pour l'annonceur à ce moment-là, c'est comment est-ce que je vais faire pour me différencier de la concurrence, comment je vais faire pour justement quand même toucher mon audience et les pousser à agir et comment je vais aussi accroître la visibilité de ma marque dans un univers qui est extrêmement concurrentiel. Et donc justement, l'hyper-personnalisation créative, c'est un peu le bon moyen justement de se différencier de la concurrence. Et alors du coup, pour définir un peu rapidement ce que c'est, mais l'idée en fait, c'est d'adresser le bon message, le bon produit à la bonne cible et au bon moment. Donc ça va nous permettre d'émerger face à la concurrence, ça va permettre aussi d'offrir une expérience un peu plus individualisée du coup aux internautes. Donc voilà, c'est à peu près, globalement c'est ça. Donc ce que je retiens, c'est être le plus proche possible d'une expérience unique entre la marque et la cible visée. Merci Juliette. De ton point de vue, Cécile, l'hyper-personnalisation, ça évoque quoi pour toi ?
Beaucoup de choses. Bon, Juliette a déjà répondu pas mal sur la question, mais voilà, pour moi, l'hyperpersonnalisation, c'est le fait d'avoir des annonces ou un site qui est totalement adapté en temps réel à l'utilisateur. Et on est capable de faire ça grâce à une multitude de données qu'on a sur cet utilisateur. Pour moi, c'est effectivement une des techniques pour essayer de capter l'attention, qui est un bien très très précieux de nos jours. On sait que voilà, les gens ont de moins en moins de temps, et voilà, il faut capter cette attention, réussir à l'attirer vers notre site, en l'occurrence, Thalys, et l'hyperpersonnalisation est un moyen justement, voilà, de sortir du lot, comme Juliette l'a bien évoqué, avec donc des pendants positifs, parce que je pense que voilà, pour l'utilisateur, ça développe vraiment un lien particulier avec la marque, mais avec des dangers aussi. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus tard dans l'émission. Merci Cécile. Alors je reprends ce que tu viens d'évoquer, le fait de parler notamment de captation de l'attention. On a fait d'ailleurs il y a quelques semaines une émission sur la bataille de l'attention actuellement sur le digital. On a parlé de différenciation également. Donc c'est un certain nombre d'enjeux marketing, mais si on va un peu plus loin, quels sont les enjeux marketing, voire business, autour de l'hyper-personnalisation, de ton point de vue, Juliette? Alors pour moi, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, donc c'est déjà le premier, c'est comment faire en sorte de faire que ma campagne soit le plus efficace possible. Donc aussi bien en termes de visibilité, de notoriété, de mémorisation, mais aussi de trafic ou de conversion, suivant les objectifs de la campagne. Donc ça, c'est un bon moyen pour y répondre, l'hyper-personnalisation créative. Et la deuxième problématique qui va se poser par rapport à ça, ça va être plutôt comment est-ce que je fais pour être là-dedans, mais sans sacrifier ma productivité et aussi mes coûts. Parce que mine de rien, c'est pas gratuit de développer des créas. Ça prend un certain temps aussi, du temps qu'effectivement on a de moins en moins. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu les deux enjeux auxquels il faut répondre en voulant être hyper personnalisé les créas. Et donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, du coup, effectivement, il y a une technologie qui existe, donc qui s'appelle la DCO. J'allais le dire, mais tu m'as... Mais c'est... Voilà. Je t'enlève les mots de la bouche. Donc, Dynamic Creative Optimization. Tout à fait, c'est bien ça. Et donc, en fait, c'est comment utiliser la technologie pour lier la data, le média et la créa. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment d'adapter en temps réel en fait la créa pour qu'elle colle au mieux en fait à la navigation de l'internaute, aussi sur la partie contextuelle, faire en sorte que aussi ça matche bien. Donc c'est vraiment une technologie qui permet d'aller assez loin dans l'hyperpersonnalisation créative, sans toutefois sacrifier du coup sa productivité et ses coûts de production. Merci Juliette. Alors effectivement, tu viens d'évoquer la DCO, Dynamic Creative Optimization, et effectivement, quand on sait ce qui se passe autour de l'hyper-personnalisation, on pourrait se perdre très très facilement dans perdre son temps, ou en tout cas optimiser pas forcément les bons utilisateurs ou avec les bonnes créations. Donc ça, c'est quand même des enjeux pas neutre d'un point de vue marketing, mais surtout d'un point de vue productivité et business, tu viens de le dire. De ton point de vue, Cécile, les enjeux marketing et business autour de l'hyper-personnalisation chez Thalys, c'est quoi en fait ? Ils sont multiples. Donc déjà, il faut trouver sur quelle base en fait on personnalise et trouver les bons critères, ceux qui sont vraiment pertinents par rapport à notre offre. Typiquement, donc par exemple, au niveau de la DCO, puisqu'on en parle et c'est ce qu'on a mis en place d'ailleurs chez Thalys, on va prendre par exemple les données de météo sont intéressantes et de géolocalisation.
qui sont pertinentes, effectivement, pour se dire de donner envie au voyage. Il pleut à Bruxelles, on va pousser une destination soleil. Bon, c'est vraiment un exemple comme ça, mais donc il faut bien choisir en fait les critères sur lesquels on personnalise et voir si on peut offrir de l'autre côté un service qui répond à ceci, quoi. Et puis, enfin, ce qui est compliqué, enfin, dans la personnalisation, c'est que certes là on a beaucoup parlé de la personnalisation de la créa qui est importante et qui va capter l'attention et tout ça. Après, il faudrait que cette personnalisation, idéalement, elle persiste une fois qu'on arrive sur le site web. Et là, c'est tout de suite des enjeux plus importants au niveau technique, de pouvoir du coup avoir des landing pages qui sont elles aussi un petit peu customisées, puisque si d'un côté de la créa, on a quelque chose qui parle vraiment, qui est hyper custom à l'utilisateur, mais que finalement il arrive sur une landing page qui est très générique, ça risque d'être très déceptif. Donc c'est ça aussi l'enjeu, il est aussi d'arriver à avoir cette continuité de l'expérience en fait entre vraiment le moment où on va réussir à les capter, puis après une fois qu'ils arrivent sur notre site web et faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus et qu'on continue cette chouette expérience one-to-one avec la marque, quoi. Alors justement, juste pour savoir, hein, moi je voyage beaucoup sur Thalys, hein, donc je me permets la question. On va jusqu'à combien de landing pages en fonction de l'utilisateur ou des annonces que l'on souhaite faire? Je ne sais pas si on peut parler de moyenne de landing page pour de l'hyperpersonnalisation chez Thalys. Justement, là, ça c'est un peu un enjeu qu'on a actuellement. On a développé des landing pages par destination. On a développé des landing pages qui sont un peu plus efficaces d'un point de vue diriger vraiment l'utilisateur vers le booking engine et donner peut-être moins d'infos sur la landing page pour pas le perdre. Mais on n'a pas pu développer des centaines de versions comme on peut le faire du côté créa. C'est justement ça l'enjeu actuellement et ce pourquoi on essaye de beaucoup travailler maintenant sur notre site web pour essayer d'améliorer l'expérience client parce que justement pour l'instant on a des difficultés techniques à le faire malheureusement. Mais voilà, dans le monde idéal, c'est vraiment ce qui serait le mieux, c'est qu'on puisse vraiment avoir cette continuité dans l'expérience. Donc là, je te dirais que par utilisateur, il y a peut-être 2-3 landing pages, mais justement, il en faudrait beaucoup plus si on voulait vraiment avoir cette expérience de continuité entre la créa et le site web, quoi. Merci Cécile. Alors on va rester sur la créa, on ne va pas trop rester sur la partie, même si elle est quand même clé, hein, cette fameuse landing page, c'est-à-dire cette page de destination une fois qu'on a cliqué sur une bannière ou sur une vidéo. Juliette, tu travailles donc pour Thalys, mais également pour d'autres annonceurs. Et peut-être que tu as dû observer sur le web un certain nombre d'exemples concrets de campagnes qui savent jouer avec ce concept d'hyper-personnalisation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors tout à fait, du coup notamment avec Thalys, comme Cécile on a bien parlé, on a commencé à travailler sur le projet d'ICO il y a à peu près 1 an et ensuite le projet a été mis en place il y a à peu près 6 mois. D'accord. Et en fait effectivement comme Cécile le disait, il y avait un enjeu aussi de destination parce qu'on est sur du transport, du tourisme et aussi une cible aussi business, donc il y avait plusieurs enjeux et notamment pousser la bonne destination à la personne qui est intéressée vraiment par une destination en particulier. Et donc, l'enjeu ici, c'était de bien définir du coup, tous les bassins d'audience à qui pousser telle ou telle créa. Et du coup, ne pas pousser une créa Bruxelles pour une personne qui a envie de partir à Paris, par exemple. D'accord. Donc, vraiment faire en sorte que la créa corresponde complètement aux envies du coup, de l'internaute, de la personne qui a été sur le site Thalys, et d'arriver à proposer des choses qui sont plus en adéquation. Merci Juliette. Cécile, de ton côté, des exemples concrets de campagnes qui ont su jouer avec le concept d'hyper-personnalisation ? Oui, comme l'a dit Juliette, là l'exemple direct c'est celui que nous là on a mis en place et que d'ailleurs on est en train d'un peu étendre. À la base, on avait mis une audience
juste axé sur le remarketing. Donc en fait, les gens qui étaient sur notre site allaient voir par exemple la destination Paris, on va et n'achetaient pas sur notre site web, on les retargetait avec une annonce DCO Paris auquel on ajoutait encore des éléments de personnalisation en fonction de la géolocalisation et de la météo. Et là, en fait, on va étendre ce type de campagne en essayant d'aller chercher de la prospection, donc des gens qui ne connaissent pas Thalys. Et là, ça va vraiment être intéressant parce qu'on va essayer de jouer sur les motifs de voyage en fonction de, par exemple, essayer de pousser sur les gens qui sont un peu catégorisés foodies. On va essayer de pousser des images plus de restos, de donner envie de voyager pour aller goûter les mets locaux, versus pour ceux qui sont plus catégorisés culture, pousser les musées, etc. Donc bon, ça c'est vraiment un exemple très concret de Thalys actuellement, mais sinon en expérience de personnalisation, on pense toujours à Netflix ou à Spotify aussi, qui réussit très bien avec des algorithmes à pousser pour Netflix la série qui potentiellement sur laquelle on va craquer, on va passer notre week-end à regarder, quoi. Donc en prenant en compte tout un tas de critères sur les anciennes séries regardées, notre profil, etc. C'est des campagnes hyper efficaces et hyper personnalisées. Alors justement, on parle de Netflix, Spotify, qui ont déjà un temps, j'allais dire un train, c'était trop simple, un temps d'avance sur le concept d'hyper-personnalisation. On en arrive à notre dernière question, en tout cas sur le plateau. C'est quoi l'avenir de l'hyper-personnalisation de ton point de vue, Juliette, dans la publicité digitale? Et est-ce que peut-être tu as déjà vu aussi des choses qu'on ne voit pas forcément très souvent sur le web français? Alors moi, d'un point de vue aussi consultante média et d'un point de vue un peu plus technique, il y a un gros enjeu qui va se passer notamment sur la suppression des cookies tierces avec Google. Sachant que typiquement, on parlait du DCO, c'est quand même une technologie qui fonctionne énormément avec la data pour réussir justement à personnaliser en fonction de l'interlocuteur, du navigateur. Donc là, ça va être un gros enjeu. Après, pas de panique, même si à un moment donné, bien sûr, il va y avoir une certaine suppression de données. On va quand même toujours avoir accès du coup aux données typiquement de l'annonceur par rapport aux personnes qui naviguent sur leur site internet. Et on va aussi toujours avoir accès à certaines données publisher. Typiquement, un site web sur Internet peut récolter quand même de la data et ensuite la revendre et on pourra quand même l'utiliser. Donc ça ne marque pas la fin du DCO, bien au contraire. Je pense qu'on pourra continuer complètement à utiliser cette technologie à l'avenir. Si je te suis, donc ça veut dire exploiter la DCO sur de la first party data d'un annonceur. Tout à fait. D'un annonceur, mais également d'un éditeur. Voilà, tout à fait. Donc combiner les deux. Donc on va être dans une sorte potentiellement de data collaboration, qu'on appelle toujours seconde partie data, pour permettre justement d'avoir une hyper-personnalisation encore plus pointue. Est-ce qu'on se dirige là-dessus ? On se dirige là-dessus et c'est surtout en fait dans une optique de compenser justement la suppression des cookies tierces, Google, où là on va faire une croix quand même sur une partie des datas disponibles, mais on aura toujours cette partie-là de data possible qu'on pourra utiliser et c'est pour ça qu'on pourra continuer à utiliser le DCO. Voilà. Merci Juliette. Cécile, de ton côté, l'avenir du concept d'hyper-personnalisation dans la publicité digitale, de ce que tu peux observer en interne, mais également, tu faisais état déjà de certaines observations comme Netflix et Spotify, sans peut-être rester focusé sur ces deux acteurs, mais de ton point de vue, ton sentiment sur l'évolution du concept d'hyper-personnalisation dans les semaines qui viennent, non, dans les mois et les années qui viennent, selon toi?
Alors, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément dont Juliette a parlé, cet élément que toute cette hyper-personnalisation, elle repose sur quoi? Elle repose sur la data. Si la data est moins qualitative ou qu'il y en a moins, là, le concept fait un peu pchit parce que s'il n'y en a pas de données, on ne peut pas personnaliser l'annonce, donc ça ne va pas marcher. Et là, je pense que sur ce plan-là, le problème, c'est que, à mon avis, à l'avenir, on va avoir une coexistence un peu étrange entre deux types de pubs assez différentes, quoi. Donc, on aura les annonceurs qui auront les moyens parce qu'ils ont énormément de first-party data et qui ont les technologies. Alors, ceux-là vont être capables d'avoir des pubs personnalisées, super pertinentes, etc. Et puis, on aura aussi... Si je puis me permettre, c'est le cas quand même des acteurs marchands ou des acteurs comme Thalys qui font des transactions dans le secteur du voyage ou en termes, je ne sais pas après, hein, je pose juste la question, je me dis qu'en termes de first party data, vous devez être assez gâtés quand même, non ? Oui et non, parce que bon, déjà il y a aussi toute une technologie aussi qu'il faut derrière qu'on n'a pas forcément encore bien développée. On n'a pas, pour l'instant, chez Thalys encore de data lake qui nous permettrait de faire ce qu'on veut exactement. Donc, on a encore des avancées technologiques à faire comparé à d'autres acteurs. Et puis, au niveau du consentement, nous, les dernières, on a vraiment mis une bannière de consentement sur notre site assez restrictive en fonction des dernières recommandations de la CNIL. On perd quand même un tiers de nos données. Voilà, donc même au niveau du web analytics et tout ça, on devient de plus en plus aveugle. Par contre, il y a certainement d'autres acteurs qui, je pense, ont plus de données. Donc, je pense que ces acteurs-là vont pouvoir faire de l'hyper-personnalisation. Et puis, on aura une multitude d'autres, des petits annonceurs qui n'auront peut-être pas assez de first party ou pas la technologie. Et eux vont du coup se rabattre sur de la publicité qui va rester du coup hyper générique. Je lisais des articles comme quoi, par exemple, Facebook envisage de faire de la publicité quasiment avec aucun ciblage, quoi, hein. On pourra presque plus ciblé sur la sociodémo, sur rien du tout. Donc, ça va faire une drôle de cohabitation, à mon avis, à l'avenir, ces deux types de pubs. Et puis, un totalement autre axe, je pense que la technologie va continuer à s'améliorer. Donc, non seulement il y aura assez de DCO, je pense qu'il va aller encore de l'avant, mais je pense aussi, et bon, alors ça ne s'applique pas trop au voyage pour l'instant, mais il y a maintenant des super chouettes technologies qui se développent, notamment pour tout ce qui est par exemple les lunettes ou le make-up ou la coiffure, on se met devant notre écran de téléphone ou d'ordi et puis on essaye le make-up ou on essaye la nouvelle couleur en temps réel avec des logiciels de reconnaissance faciale qui sont maintenant super développés et qui font que on verra une pub par exemple avec vraiment sa tête avec le make-up ou le rouge à lèvres ou les super lunettes qu'on souhaite vendre. Je pense qu'on va aller aussi dans cette direction-là en termes de techno et ça va être intéressant. Bon, par contre, pas accessible à toutes les industries, évidemment. Dans le voyage, ça risque d'être plus compliqué. Mais je pense qu'en termes d'hyper-personnalisation, ça va vraiment venir de plus en plus ce genre de technologie. Oui, tout à fait. Et pour aller dans ton sens autour du secteur beauté, mode notamment, je reviens du Festival de la créativité à Cannes où il y avait un Snapchat qui était en partenariat avec un certain nombre de créateurs de mode qui permettait justement d'avoir une expérience en immersion pour essayer des robes, des costumes. J'ai essayé des robes, effectivement, et c'était une expérience assez intéressante. Je l'ai fait, mais de manière très rapide, mais c'était effectivement une expérience mémorisable, mémorable. La preuve, c'est que je vous en parle. Donc, effectivement, cette hyper-personnalisation, on va être dans une dimension un petit peu plus 3D autour d'un certain nombre de produits. C'est vrai que pour le voyage, mis à part le fait de se mettre sur un fond vert avec une plage en arrière, bon, l'expérience risque d'être un petit peu, on va dire, un petit peu minime. En tous les cas, merci beaucoup Cécile, merci Juliette, mais on n'a pas tout à fait terminé puisque c'est le moment de notre fameuse question 100% média.
Bonjour. Un des points forts de la communication digitale est de pouvoir adresser des messages personnalisés aux consommateurs. Jusqu'où pensez-vous que cette hyper-personnalisation peut aller pour que les messages continuent d'être bien perçus par les audiences? Merci. Alors, jusqu'où on peut aller en termes d'hyper-personnalisation? Et donc, Juliette, je vais te proposer de commencer à répondre à cette question. Tu as 60 secondes. Bien sûr. Top chrono. Alors, c'est vrai que ça, c'est aussi un enjeu dans l'hyperpersonnalisation parce qu'on peut parfois être sur des publicités qui sont extrêmement intrusives et ça peut parfois apporter atteinte à certaines personnes qui ne se sentent peut-être un peu agressées, on va dire. Agressées, exactement. Donc, effectivement, là, il y a un vrai enjeu par les annonceurs et par les agences créa de trouver la limite entre quelque chose qui est vraiment utile pour la personne et qui va lui apporter un plus et entre quelque chose où la personne va se sentir juste suivie. En plus, on sait très bien, moi en tant qu'utilisatrice, même sans travailler dans les médias, je sais que je suis suivie de toutes parts. Dès que je vais sur un site web, je sais qu'ensuite je vais retrouver des bannières derrière qui vont me suivre pendant toute ma navigation. Donc, effectivement, il faut réussir à trouver le juste milieu. C'est toujours un peu difficile à définir, mais il faut le trouver. Ensuite, en termes de purement médias, il y a toujours possibilité de mettre un taux de fréquence au minimum pour pas que la personne soit retargetée en permanence et que ne se sente pas non plus agressée en permanence par la même publicité. Bravo, voilà. 60 secondes, c'est parfait. Merci à toi, Juliette. Cécile, est-ce que tu es prête en duplex? Je suis prête. Je vais te dire, je te dis top chrono. Oh. C'est bon? C'est parti? Exact. Eh bien, pour moi, c'est un peu la même chose que Juliette. Effectivement, il y a des limites à respecter. Je pense que, par exemple, les limites, ça peut être tout simplement ne pas mettre les noms et prénoms dans une ad déjà. Ça peut déjà faire beaucoup. Essayer d'éviter au maximum des mentions dans le copy de données personnelles, tout simplement. Rester assez vague, finalement, dans le copy. Vague mais pertinent, quoi. Je sais que c'est une limite, c'est assez compliqué à réaliser, mais je pense que ça c'est un peu la clé. Le capping des annonces, donc comme disait Juliette, la fréquence, éviter de marteler trop souvent le message. Si la personne ne clique pas, ne convertit pas, on arrête de diffuser. Donc voilà, moi je pense que ça, c'est vraiment les principaux critères pour éviter de frustrer l'utilisateur. Mais c'est magnifique, 60 secondes également. Bon, en tout cas, si je puis me permettre, Juliette et Cécile, vous n'avez pas du tout été vagues dans ce qu'est l'hyper-personnalisation et je vous remercie d'avoir été assez précis en prenant justement l'exemple des campagnes Thalys sur ce qu'on peut faire en termes d'hyper-personnalisation et jusqu'où on peut aller et également envisager une sorte de champ des possibles sur cette hyper-personnalisation. En tous les cas, c'était un plaisir de vous recevoir et j'espère à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Et petit message personnel, Cécile, merci à Samuel d'avoir été sage. Je lui passe le message. Merci, très bonne fin de journée. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de l'hyper-personnalisation. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à ESV Digital et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.